Bonjour mes petits cacapos. Alors je vous rassure, ce n'est pas une insulte, c'est bien par contre un nom d'oiseau. Et je vous propose tout de suite une minute d'introduction sur cet oiseau méconnu avant de passer au sujet du jour. Premier point, le kakapo est un perroquet. Mais attention, un perroquet bien particulier comme vous allez le voir. Une de ses particularités est déjà de ne pas pouvoir voler. En effet, c'est un oiseau qui est beaucoup trop gros, ils font en moyenne 4 kg. Alors que les perroquets volants les plus gros qui existent, qui sont les arayasantes, eux font en moyenne 2 kg, donc 2 fois moins. Deuxième point, c'est un animal qui est en danger critique d'extinction. Troisième anecdote sur le kakapo, historiquement, il était réparti sur toute la Nouvelle-Zélande. Mais à cause du déclin de son espèce, aujourd'hui on ne le retrouve plus que sur 3 petites aires de répartition minuscules, 3 îles, qui se situent ici, ici et ici. Quatrième anecdote sur le kakapo qui est aussi bien particulière, c'est qu'ils vont plutôt s'agencer en harem. Alors que la plupart des perroquets vont former des couples et s'unir pour la vie, le kakapo, lui, ne s'embête pas avec ça et les mâles sont très friands d'avoir plusieurs femelles à disposition. Cinquième point, comme les autres perroquets, ils ont une espérance de vie qui est assez grande, qui peut aller de 60 à 100 ans. Sixième et dernier point, 210. Ça c'est le nombre de kakapos sauvages qui ont été recensés sur ces 3 petites îles de Nouvelle-Zélande et qui est vraiment le chiffre de l'espoir puisqu'ils sont tombés à une centaine d'individus encore il y a quelques années. Et allez, nous sommes partis pour le sujet du jour en parlant de gros trucs qui ne savent pas voler. Nous allons passer sur le monde terrestre et 2 continents, l'Afrique, l'Asie. C'est le plus gros des mammifères terrestres qui existent, il fait plusieurs tonnes, il est considéré comme un animal très emblématique. Je pense que vous l'avez et au pire, même si vous l'avez pas, vous avez vu, tout est dans le titre de la vidéo. On va parler aujourd'hui des éléphants. Et oui, en effet, il y a bien des éléphants d'Afrique et des éléphants d'Asie. Alors si vous voulez savoir un petit peu comment apprendre à les différencier et aussi en apprendre un peu plus sur le mode de vie et les menaces qui pèsent sur chacun, je vous invite à tout simplement laisser la vidéo défiler. On va commencer, comme la précédente vidéo, par un petit peu de classification pour que vous y voyez un petit peu plus clair d'où se situent les éléphants dans le règne animal. Et donc ils appartiennent à la classe des mammifères, à l'ordre des proboscidiens. Il faut savoir que ça vient du mot proboscis en grec qui veut dire trompe, et ils appartiennent au sous-ordre ou la superfamille des éléphantiformes. Cette superfamille est composée elle-même de 4 familles que vous pouvez voir apparaître ci-dessus à l'écran. Je ne vais pas m'amuser à prononcer les différentes familles, c'est un peu compliqué. Et donc il faut savoir que les 3 dernières sont des familles éteintes et la seule qui reste encore tout simplement vivante grâce justement à nos éléphants est la famille des éléphantidés. Dans cette famille des éléphantidés, il y a 4 genres distincts d'éléphants qui ont existé et pour certains qui existent toujours. Donc nous avons le Loxodonta, le Paléoloxodon, le Mammutus et l'Éléphas. Les 2 genres que vous voyez au milieu sont des genres éteints, ils n'existent plus et il subsiste juste à l'heure actuelle le Loxodonta et l'Éléphas qui sont nos 2 éléphants, celui d'Afrique et celui d'Asie. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec cette classification, c'est que vous pouvez remarquer justement qu'historiquement, l'éléphant d'Asie est beaucoup plus proche, génétiquement parlant, des mammouths que des éléphants d'Afrique. D'ailleurs, il y a des chercheurs, des fois un peu fous, qui pensent à faire revivre le mammouth à travers des éléphants d'Asie. Je pense surtout qu'il est bien de conserver les espèces que l'on a déjà présentes sur notre terre et de ne pas s'amuser à jouer au duf. Alors je vais commencer par vous présenter l'éléphant d'Afrique. Donc le genre est le Loxodonta, comme je vous disais, et il comprend 2 espèces différentes, l'éléphant des savanes et l'éléphant des forêts. Pour l'éléphant d'Afrique, ça s'arrête là, il n'y a pas de sous-espèces. Et donc de l'autre côté, nous avons l'éléphant d'Asie, qui est du genre Éléphas et qui ne comporte qu'une seule espèce, qui s'appelle tout simplement l'éléphant d'Asie. Par contre, cette espèce possède plusieurs sous-espèces, dont 3 qui sont reconnues officiellement par la communauté scientifique et une 4e qui est tout simplement en discussion actuellement. Alors, on va faire un petit peu de géographie. Donc, l'éléphant d'Afrique se trouve sur le continent africain. Vous pouvez voir qu'en marron clair, c'est la répartition historique des éléphants et qu'en marron foncé, c'est la répartition actuelle des éléphants d'Afrique. Donc, ça s'explique tout simplement par le fait qu'ils soient moins nombreux et qu'ils aient moins d'espace au niveau de leur territoire. Cette répartition est très inégale et 70% de la population totale des éléphants est concentrée dans le sud du continent, 20% à l'est et les 10% restants sont partagés entre le centre et l'ouest. Voilà, donc les plus
grosses populations d'éléphants sont vraiment à l'est et au sud. C'est là où il y a souvent les plus gros travaux qui sont réalisés, les plus gros efforts de conservation, même si bien sûr on n'oublie pas les 10% qui se situent au centre et à l'ouest. À l'heure actuelle, il ne reste que 415 000 éléphants d'Afrique à l'état sauvage, ce qui est vraiment peu comparé à leurs données historiques. Pour les éléphants d'Asie, on part sur le continent asiatique, bien évidemment. Vous pouvez voir qu'ils sont répartis sur de nombreux pays différents. Et comme pour la carte de l'Afrique, vous avez la répartition historique qui est de couleur verte et la répartition actuelle qui est de couleur marron. Les éléphants sauvages d'Asie sont estimés environ à 35 000 individus, ce qui est vraiment plus nombreux comparé aux données historiques, et que comme en Afrique, la répartition est assez inégale, puisque par exemple en Indonésie, ils sont environ 3 000 éléphants sauvages contre 20 000 en Inde. Et allez, on y va, on passe à la partie comment distinguer un éléphant d'Afrique d'un éléphant d'Asie. Alors, première petite astuce, ce sont les oreilles. Les éléphants d'Afrique possèdent des oreilles qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus développées que les éléphants d'Asie. Alors, il y a deux raisons principales à cela. C'est tout simplement qu'il fait quand même beaucoup plus chaud en Afrique, donc les éléphants ont besoin de plus se ventiler, donc c'est plus facile d'avoir des grandes oreilles pour brasser plus d'air, mais aussi parce que les éléphants d'Asie vivent dans des forêts qui sont très denses et très végétalisées, et s'ils avaient des oreilles aussi grandes que celles d'Afrique, eh ben ils seraient embêtés, ils pourraient se prendre dans les branchages, donc ils sont adaptés comme ça à leur environnement. Et la deuxième astuce se situe au niveau de leur dos. Si vous regardez correctement le dos d'un éléphant d'Afrique, il sera creusé, tandis que celui d'Asie sera plutôt rond. Autre petite anecdote à savoir, les éléphants d'Afrique possèdent 20 vertèbres, tandis que les éléphants d'Asie en possèdent 21. Alors dernière petite astuce qui est assez subtile mais qui reste très intéressante à vous énoncer ici, c'est au niveau de la trompe. Et avant de vous montrer la petite différence entre Afrique et Asie, je vais quand même un peu vous parler de cet outil qui est incroyable, qui est la trompe, qui fait vraiment ce symbole de l'éléphant, que c'est la fusion de la lèvre supérieure avec la partie nasale qui a donné naissance à la trompe, et qu'ils ont de nombreuses utilisations avec cette trompe. Ça va leur servir tout simplement à se nourrir, ils vont pouvoir arracher la nourriture de l'eau pour ensuite le déposer délicatement dans la bouche. C'est ce qui va permettre aussi la reconnaissance sociale chez les individus, ils vont pouvoir se toucher, se sentir. Ça va leur permettre de s'orienter. Il y a des études scientifiques qui ont montré que certaines matriarches très expérimentées dans la nature pouvaient repérer des points d'eau qui étaient jusqu'à 20 km de distance. Et en parlant d'eau, ça peut même leur servir de tuba. Donc c'est un outil qui est juste incroyable. Et pour la petite différence, au bout de la trompe, les éléphants possèdent ce qu'on appelle des doigts. C'est la petite partie qui, vous pouvez voir, qui ressort. Et donc l'éléphant d'Afrique va posséder deux doigts, un qui est en haut et un qui est en bas, alors que l'éléphant d'Asie ne possède qu'un seul doigt qui est en haut. Donc les éléphants d'Afrique ont la réputation d'être un peu plus délicats et un peu plus précis dans tout simplement l'attrapage de certaines choses, mais néanmoins les éléphants d'Asie restent très doués avec leur trompe. Alors cet outil incroyable qui les amène à avoir autant de force et de précision va aussi demander beaucoup de muscles. Donc les chercheurs ont fini par mettre au point l'existence de 6 groupes de muscles différents qui vont être constitués environ de 100 000 muscles. Alors là, il y a un petit débat dans la communauté scientifique, je ne vous le cache pas. Il y a des scientifiques qui annoncent qu'il y a 40 000 muscles dans la trompe d'un éléphant, il y en a qui annoncent jusqu'à 150 000, donc il y a quand même une grande disparité des chiffres. Néanmoins, moi j'ai tranché pour le chiffre de 100 000, puisque c'est celui qui revient le plus, mais c'est aussi celui que je trouve dans mes recherches quand je les effectue en anglais. Et donc pour comparer, pour vous donner un ordre d'idée, le corps humain possède 639 muscles. Et c'est pour cela que les premières années de leur vie, les éléphantaux sont confrontés à ce que l'on appelle la trompe folle. 100 000 muscles, ça prend du temps et donc des années tout simplement à se développer et se coordonner. Donc les premières années de leur vie, les éléphantaux vont directement aller chercher ce qu'ils ont besoin avec leur gueule. Donc ils vont aller boire le lait maternel directement avec la gueule, et quand ils ont soif, ils vont plonger directement la tête dans l'eau, et c'est seulement au bout de quelques années qu'ils auront réussi à dompter cette merveilleuse trompe. Allez, maintenant petit point conservation. Bien évidemment, je peux pas vous laisser comme ça sans vous parler un petit peu des menaces qui pèsent sur les éléphants d'Afrique et d'Asie. La première menace qui est souvent connue de tous, c'est malheureusement le braconnage. Ce sont les défenses d'ivoire qui sont convoitées par les braconniers pour en faire des sculptures. Et je vous propose de vous arrêter un petit peu sur la dentition des éléphants et de regarder plus en détail ce qui s'y passe, parce que là pareil, il y a des anecdotes assez intéressantes à connaître. Donc les éléphants possèdent 6 dents au total. Ils ont 4 molaires dans la bouche et les 2 fameuses défenses d'ivoire qui sont associées à des incisives. Et alors les dents des éléphants sont vraiment étonnantes, et ça c'est grâce à une recherche scientifique qui a été menée dans des parcs zoologiques grâce à des chercheurs suisses
Donc il faut savoir que tous les ans, il y a des recherches qui sont menées qui nous permettent d'avoir plus de connaissances sur les animaux qu'on héberge en parc zoologique, donc ça va permettre d'améliorer les conditions des animaux, mais aussi d'en savoir plus sur les populations sauvages et d'arriver à mieux les protéger. Alors ce qui est drôle, c'est que cette équipe suisse à la base voulait évaluer le poids des femelles en fonction de leur gestation et qui se sont rendus compte qu'il y avait un cycle de poids mais qui ne correspondait pas du tout à la gestation. Ils ont commencé à se poser des questions et à demander en fait d'évaluer un petit peu les pattes, l'intérieur, les dents, tout ça des éléphants. Et ils ont fini par trouver qu'il y avait des dents qui poussaient, qui remplaçaient les molaires existantes. Donc ils ont pu définir grâce à leur étude qu'il y a 5 cycles de molaires présentes chez les éléphants, donc c'est à peu près tous les 5 à 8 ans, il y a une nouvelle molaire qui pousse, qui va faire tomber la précédente et qui permet aux éléphants de pouvoir comme ça mieux manger et mieux mâcher leurs aliments. Alors donc comme je disais, cette recherche a permis de mieux comprendre comment se passait le cycle alimentaire des éléphants, que ce soit en captivité ou dans la nature, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça a permis de déconstruire un mythe qui est le fameux mythe du cimetière des éléphants. Ça, vous en avez tous entendu parler, ou alors vous l'avez tous vu au moins une fois dans votre vie. Je pense que les images vous donnent déjà une impression de déjà vu. Je sais pas si vous y êtes. Vous l'avez? Ouais, c'est le Roi Lion. Alors, vous avez cette scène où Simba traverse comme ça le fameux cimetière des éléphants. Pendant des années, on a cru que les éléphants se sentaient mourir et donc allaient tout simplement décéder dans le même lieu que les autres éléphants et que c'était leur façon à eux tout simplement de construire un cimetière. Eh bien, il n'en est rien du tout. En effet, si la majorité des éléphants en Afrique meurent au même endroit, c'est tout simplement parce que quand ils arrivent à leur dernier cycle dentaire, ils ont environ une quarantaine d'années, alors que les éléphants peuvent facilement vivre jusqu'à 60 voire 80 ans dans la nature, et que quand ils sont extrêmement vieux comme ça, leurs dents sont complètement usées, ils n'ont pas de nouvelles dents qui va venir à pousser, et donc leur dernier recours pour tout simplement survivre va être d'aller chercher les plantes les plus moelleuses possibles. Elles vont se trouver dans les zones qui vont être très marécageuses, et généralement ce sont ces marécages qui représentent le dernier lieu de vie de ces éléphants, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'éléphants en Afrique qui meurent au même endroit. Deuxième menace principale, c'est la perte de l'habitat. Donc elle touche aussi bien l'éléphant d'Afrique que l'éléphant d'Asie. Je vais vous parler un peu plus de l'éléphant d'Asie où la problématique est liée à l'huile de palme puisque ce sont les plantations de palmiers qui vont remplacer les forêts primaires et les éléphants ne vont plus pouvoir évoluer dans ces environnements, dans les plantations de palmiers. Je vous ai trouvé un document très intéressant qui provient de l'IUCN. Alors l'IUCN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui vous représente tout simplement les espèces les plus impactées par l'huile de palme et qui annonce qu'il y a 193 espèces qui sont en danger à cause de cette problématique. Donc vous pouvez vous mettre en tête que quand vous faites une bonne action vis-à-vis de l'huile de palme, c'est pas une espèce que vous sauvez, mais c'est bien 193 et les écosystèmes qui en dépendent. Troisième et dernière menace principale qui impacte les deux espèces, c'est le tourisme. On a deux formes de tourisme différents, par contre en fonction de l'espèce. Donc en Afrique, ça va être plus les chasseurs de trophées qui vont impacter les populations des éléphants d'Afrique, tandis qu'en Asie, ce sont tout simplement le fait de vouloir un moment avec l'animal qui va amener au déclin de la population. Il faut savoir que tous les éléphants que vous voyez qui sont touristiques en Asie, donc lors des représentations des shows, comme vous pouvez voir, c'est la première image, ou le fait de monter sur le dos des éléphants, comme ça, ce sont des éléphants sauvages capturés qui ont été domestiqués. Je vais pas rentrer dans les détails, mais la domestication est un processus qui est particulièrement cruel. On estime à l'heure actuelle qu'il y a 17 500 éléphants sauvages qui ont été domestiqués. Et donc, bien évidemment, ces trois causes principales qui engendrent le déclin des éléphants d'Afrique et d'Asie sont dues à l'activité humaine. Mais allez, on finit sur une note positive, et qui dit problème dit solution. Elles sont souvent faciles à mettre en place et durables. Il suffit juste de les connaître et d'avoir envie d'agir pour protéger les espèces animales. Spécifiquement concernant les éléphants, donc pour lutter contre le braconnage, je vous invite fortement à ne jamais rien accepter ou acheter qui contient tout simplement de l'ivoire. Vous pouvez également signer des pétitions en ligne sur internet pour demander au gouvernement des pays d'agir en faveur de la protection des espèces animales. En ce qui concerne la perte de l'habitat, je vous ai dit que les éléphants d'Asie étaient particulièrement impactés par les plantations de palmiers pour produire l'huile de palme, donc là, la meilleure manière reste tout simplement de ne pas acheter de produits contenant de l'huile de palme. Alors je sais que certains diront que c'est pas forcément la meilleure solution sur le long terme, puisque si on finit par ne plus consommer d'huile de palme, il faudra bien consommer d'autres huiles, qui seront encore plus coûteuses au niveau de l'énergie de production et plus coûteuses en surface, puisqu'elles produisent moins d'huile. Néanmoins, je pense que la bonne solution est tout simplement de boycotter l'huile tout court. On s'est passé pendant des années d'huile dans les préparations, donc je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas être le cas à l'heure actuelle.
Donc je vous ai dit aussi que le tourisme menait au déclin des populations des éléphants d'Afrique et d'Asie. Donc les Afriques, ce qui est problématique, c'est la chasse au trophée. Donc là pareil, je vous invite bien évidemment à ne jamais pratiquer ce genre de chasse. J'imagine bien que le public qui me regarde ne fait pas ça. Mais vous pouvez toujours bien sûr relayer cette information, sensibiliser les gens autour de vous. Et en ce qui concerne le tourisme en Asie, surtout ne montez jamais sur le dos des éléphants. Il faut savoir, comme je vous disais, que la domestication est un processus qui est cruel. Ce sont les bébés qui sont enlevés à leurs parents, donc les parents sont tués pour récupérer le petit va être maltraité pendant des années pour devenir docile, et en plus de ça, il va passer des années de sa vie à devoir souffrir comme ça pour supporter le poids des touristes. Ce ne sont pas parce que ce sont des éléphants qui font plusieurs tonnes qu'ils n'ont pas la colonne vertébrale fragile. Et je vous invite à être particulièrement alerte sur les soi-disant sanctuaires en Afrique, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de sanctuaires qui vont vous dire que les éléphants sont bien traités, qui sont dans des parcs en liberté, en semi-liberté, et qui sont montés uniquement à des moments dans des rivières. Alors c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que ça veut dire que ça doit être acceptable. Je vous conseille vivement, vraiment, si vous voulez passer un moment magique avec les éléphants en Asie, de ne pas aller dans les sanctuaires qui pratiquent la monte, peu importe de la manière que ce soit, puisque c'est aussi tout simplement une preuve de dominance de l'homme, et ça rappelle le traumatisme à l'éléphant. Alors j'ai bien conscience que pour la plupart d'entre vous, il est très difficile de s'y retrouver en matière d'éthique animale, de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne doit pas faire avec les animaux. Donc moi, pour les éléphants d'Asie, je vais quand même vous donner des petits conseils que vous pouvez comme ça prendre en compte, mais aussi partager à votre entourage. Surtout, n'hésitez pas à sensibiliser les gens autour de vous. Il y a 2 grandes associations qui sont reconnues. La première, c'est la Mammut Elephant Foundation. C'est une association qui est entièrement dédiée à l'étude scientifique et la protection des éléphants d'Asie. Et la deuxième association est une association reconnue mondialement qui va tout simplement répertorier les structures avec les animaux sauvages et attribuer une note de code éthique qui va dire si la structure répond tout simplement aux critères de bien-être des animaux. Bien sûr, avec la Mammut Elephant Foundation, il est inconcevable d'avoir une interaction avec les éléphants ou même encore de leur monter sur le dos. Ils vous proposent tout simplement de participer à leurs recherches scientifiques et d'observer les éléphants dans la nature, de prendre des données et tout simplement de participer aux recherches qui sont menées, à la protection. Donc franchement, si vous avez les moyens et que vous avez le temps, ça peut être une très belle expérience. Néanmoins, pour ceux qui voudraient vraiment avoir une interaction, pouvoir peut-être rentrer dans des structures comme les sanctuaires, là c'est la deuxième association qui va plus vous intéresser. Donc sachez que la World Animal Protection a sorti un dossier sur les éléphants d'Asie de 56 pages qui répertorie tout simplement les conditions des éléphants d'Asie pour le tourisme, tout ça qui va aborder beaucoup de choses. Et donc je vous mets ce dossier dans le lien de la description. Allez à la page 50, vous verrez qu'il y a à peine une dizaine de sanctuaires sur tous les pays d'Asie qui sont sélectionnés et qui sont validés par cette association. Donc ce sont des sanctuaires où vous pouvez retrouver des moments d'interaction comme vous pouvez voir sur la vidéo. Voilà, on peut aller prendre des bambous avec les éléphants, on peut les laver, leur donner à manger. C'est une association qui a des critères qui sont très précis, qui sont aussi très stricts. Donc il y a, je crois que 2 ou 3 sanctuaires sur lesquels il y a un moment de monte qui est très particulier, qui sont acceptés dans la validation. Mais voilà, c'est une association aussi qui essaie de prôner tout simplement plus l'échange et sur la base du volontariat avec l'animal, dans le respect de celui-ci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce merveilleux animal qu'est l'éléphant. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour retrouver d'autres différences animales à venir sur cette année. Je remercie également toujours les mêmes personnes qui me poussent à me dépasser et vous fournir ce contenu. Et pour ceux qui sont un peu plus curieux, qui voudraient suivre un petit peu mes aventures, puisque je suis intimement et directement liée au monde animal et à la vie sauvage, puisque je travaille pour les animaux sauvages, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram.